tous. Nous sommes très heureux d'accueillir Lauriane Bonnet aujourd'hui pour ce webinaire spécial conformité qui est organisé dans le cadre de la formation conformité et assurance en partenariat avec Dauphine et particulièrement le département de formation continue de Dauphine. Nous avons lancé cette année une formation spécifique intégralement dédiée aux actuaires et aux juristes et adaptée du certificat conformité financière existant dans l'offre de formation de Dauphine. Donc, merci Lauriane d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice. Vous êtes représentante du Collège de l'Autorité des marchés financiers devant la Commission des sanctions. Je serais très curieuse de savoir ce que ça représente pour vous, quel est votre quotidien. Et ensuite, vous nous parlerez donc du dialogue que chacun peut avoir en tant que fonction conformité, notamment avec donc les autorités de contrôle, donc la CPR et l'AMF. Vous allez nous parler de ces enjeux et cela nous permettra de bien comprendre aussi le cœur de votre intervention au sein du certificat, puisque vous êtes intervenante au sein du certificat conformité financière et conformité et assurance qui débutera en avril à Dauphine. Voilà, donc je vous laisse vous présenter. Merci Alexandra. Alors en effet, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis avocate de formation, donc j'ai travaillé pour des établissements bancaires et assurantiels. Donc je comprends les enjeux qu'il y a du côté des acteurs de la place sur le respect de la réglementation et les degrés d'exigence que ça implique. Puis après cet exercice, j'ai travaillé au sein de la commission des sanctions de la CPR. Donc là, j'avais un rôle plutôt à charge et à décharge, où en fait, on aide le rapporteur pour savoir si les griefs, c'est-à-dire les manquements qui font l'objet de poursuites par le collège de la CPR, peuvent être sanctionnés ou non, et le cas échéant, si une sanction peut être prononcée et quel type de sanction. Puis j'ai intégré donc la direction des affaires juridiques de l'AMF, et cette fois-ci, je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la poursuite. J'assiste les contrôleurs et les enquêteurs dans le cadre des missions de contrôle mises en place par l'AMF afin de s'assurer du respect de la réglementation. Et à l'issue de ces missions d'enquête et de contrôle, on analyse le dossier afin de savoir s'il convient de poursuivre ou pas les manquements, et donc on fait des propositions au collège en ce sens. Et dans l'hypothèse où il y a des manquements qui justifient une poursuite, c'est-à-dire une saisine de la commission des sanctions, à ce moment-là, on décide avec le collège s'il appartient de proposer un accord transactionnel, ce qu'on appelle une composition administrative, ou d'aller directement devant la commission des sanctions. Et c'est là où je représente le collège de l'AMF lors de l'audience, c'est-à-dire un petit peu comme un procureur, vous expliquez pourquoi le collège a décidé de saisir la commission des sanctions, pourquoi les griefs représentent une gravité pour le collège et quelles sanctions le collège invite à prendre la commission des sanctions. Voilà, cette petite présentation me permet de vous expliquer que j'ai vu aussi les trois acteurs, en fait, et notamment côté défense, je vois qu'il y a eu pas mal de cabinets de consulting et aussi pas mal de gens dans l'assurance et dans la banque. Le côté régulateur, et comme vous le savez, comme vous travaillez actuellement pour ces acteurs régulés qui ont nécessité la mise en place de réglementations particulières, de règles spécifiques afin de protéger l'investissement, le législateur, afin de s'assurer du respect de cette réglementation, a mis en place des autorités de contrôle, l'AMF et la CPR. Donc, quel est l'enjeu pour les acteurs? Ça va être de prévenir le risque de non-conformité, c'est-à-dire prévenir le risque d'un non-respect de la réglementation, et ce, surtout, afin d'éviter des risques de sanctions, qu'il s'agit des sanctions financières ou des sanctions réputationnelles ou encore des sanctions disciplinaires. Donc, dans ce cadre-là, le but de cette formation va être d'acquérir les connaissances pour dialoguer avec les autorités de régulation. Ce qui implique déjà tout d'abord de connaître son régulateur et d'identifier le bon interlocuteur, parce que la distinction entre les missions
de l'AMF et de la CPR ne sont pas toujours évidentes. Ensuite, on va voir dans quel cadre on échange avec ces autorités de régulation et voir donc quel est le rôle des autorités de régulation vis-à-vis des acteurs. Donc, pour commencer, on va voir tout d'abord la distinction entre les deux autorités de contrôle. Donc, on a l'AMF qui a été créée en 2003, donc qui va avoir 20 ans cette année, au 1er août. Et on a une autre autorité plus récente, l'autorité de contrôle et de résolution prudentielle, dite la CPR, qui a été créée en 2010. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que ces deux autorités, elles ne sont pas totalement nouvelles, elles sont le regroupement d'autorités plus anciennes. Comment s'est fait la répartition des compétences entre eux? En fait, on a créé deux autorités indépendantes parce qu'elles ont deux missions distinctes. Il y en a une, l'AMF, c'est de protéger la protection de l'épargne qui est investie notamment dans les marchés financiers ou dans d'autres placements. C'est pourquoi le régulateur va s'assurer de veiller à l'information des investisseurs et s'assurer également au bon fonctionnement du marché. De l'autre côté, on a la protection de la clientèle des établissements bancaires et des établissements du secteur de l'assurance. Et notamment, pour assurer cette protection de la clientèle, on va s'assurer de la stabilité financière des acteurs, que ce soit du côté bancaire ou assurantiel, en ayant une vision globale du système financier. Ce qui a pour conséquence, vous le voyez bien, qu'en fait, il y a quand même un objectif commun qui est poursuivi par ces autorités de régulation, c'est la protection de l'épargne des Français. Et donc, l'enjeu pour les établissements, ça va être de savoir à quelle autorité ils s'adressent selon le type d'exercice qu'ils exercent. Je vous propose de faire une illustration pour montrer l'enjeu et l'articulation de ces compétences. Vous avez un établissement de crédit qui commercialise des fonds de commun de placement. Soit il les commercialise en direct, et donc il agit donc sur des instruments financiers, et donc il exerce une activité de conseil en investissement financier, et donc ça va relever de la compétence de l'AMF. Soit il va commercialiser ce qu'on appelle de manière indirecte ces fonds de commun de placement, c'est-à-dire qu'il va les commercialiser via des supports d'unités de compte, de contrats d'assurance vie. Et cette fois-ci, l'acteur va agir en qualité d'intermédiaire en assurance et relever de la compétence de la CPR. Donc, il faut bien voir que pour des autorités de régulation, elles peuvent se recouper leurs missions, mais elles ont une mission commune. Et notamment, c'est pourquoi les acteurs peuvent être assujettis aux deux autorités et qu'il convient de bien identifier pour eux dans quel cadre ils se situent. Alors, cette distinction des autorités, elle va impliquer surtout des échanges avec les régulateurs qui peuvent avoir des points communs, mais également des divergences selon l'autorité de régulation. Quel est tout d'abord l'enjeu en fait, du dialogue avec les autorités de régulation? Je vous expliquais en introduction qu'en effet, le but des autorités de régulation, c'est de s'assurer du respect de la réglementation. Comment on s'assure du respect de la réglementation? Les autorités, elles vont accompagner, surveiller et voire sanctionner les acteurs. Donc, ces missions, à chaque fois, elles vont nécessiter des moyens et des objectifs différents. Pour prévenir le risque de manquement à la réglementation, on va avoir la mise en place de mesures d'accompagnement et de supervision des acteurs. Ensuite, pour détecter les manquements à la réglementation, on va contrôler les acteurs et c'est là où les autorités de régulation ont une version contrôle. Et enfin, en cas de manquement identifié, le but, c'est évidemment d'y mettre fin. Et quels sont les pouvoirs à ce moment-là des autorités de régulation? Elles peuvent soit utiliser des pouvoirs de police administrative, soit des pouvoirs de sanction. Je vous propose qu'on revoie par étapes ces différents moyens des autorités de régulation et voir dans quel cadre on échange avec les autorités. Alors, tout d'abord, quand même, les autorités, elles ont une vision d'accompagnement des acteurs. Elles ont bien conscience qu'il faut dialoguer et se concerter avec les professionnels de la place financière. Pourquoi? Parce qu'on a conscience de la réglementation qui est complexe et des enjeux. Et donc, afin d'avoir le regard des professionnels, on va avoir recours à des consultations sur place, c'est-à-dire on va solliciter les acteurs sur un projet de texte pour, par exemple, avoir leur avis sur la faisabilité et sur la pertinence de la réglementation. Mais également, on a créé des commissions consultatives qui, là, ont vraiment pour but d'assister le collège et de rendre un avis sur des projets de texte et des sujets réglementaires. Ces commissions consultatives, elles sont composées vraiment d'experts qui peuvent être nommés par les collèges de l'AMF ou de la CPR et qui vont intervenir à chaque fois dans un domaine spécifique propre à l'autorité et qui relève de sa compétence.
Donc, nous avons 6 commissions consultatives, 4 pour l'AMF, 4 commissions consultatives pour la CPR. Quelques exemples. Par exemple, une commission consultative qui est assez connue aujourd'hui, c'est la commission de la finance durable et du climat, qui a été créée aussi bien au sein de l'AMF qu'au sein de la CPR. Donc, c'est 2 commissions distinctes, mais qui vont évidemment interagir entre elles pour échanger sur la réglementation. Et on voit bien que typiquement, ce genre de sujet impacte aussi bien le côté marché financier que le côté assurantiel et bancaire. Vous avez, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal d'actuaires, évidemment, qui sont connectés aujourd'hui, des commissions consultatives sur des affaires prudentielles. Et ça, c'est notamment au sein de l'ACPR pour voir toute la réglementation qui est mise en place et les mesures d'accompagnement qui peuvent être prises vis-à-vis des acteurs. Alors, on essaie d'accompagner les acteurs, notamment en se concertant, en comprenant leurs besoins et en leur faisant passer le message aussi des objectifs. Non, un petit peu avant le slide, s'il te plaît, Alexandra. Voilà. Mais cet accompagnement, il se passe aussi par la volonté d'informer les professionnels de la place. Notamment, il faut que les établissements puissent comprendre les attentes du régulateur. Et là, il y a un vrai enjeu pour les autorités de régulation de publier, de communiquer. Donc, on communique sur les priorités de supervision. Chaque année, par exemple, l'AMF va expliquer pourquoi elle a comme priorité de supervision tel domaine et quel est l'enjeu et qu'est-ce qu'on attend des établissements. Elle va également publier des textes qu'on appelle de soft law, c'est-à-dire des instructions, des positions, des recommandations, lignes directrices, principes d'application sectorielle qui permettent d'éclairer les acteurs sur la mise en place de la réglementation. Et notamment, par exemple, dans les lignes directrices ou les principes d'application sectorielle, vous avez l'illustration de cas concrets de la mise en place de la réglementation. Et puis, également, pour accompagner les acteurs, on publie les décisions de la commission des sanctions qui permettent de donner des exemples de pratiques répréhensibles et qui peuvent faire l'objet de sanctions. Cet accompagnement des acteurs, ça, c'est dans la phase, on va dire, préventive en amont. Une fois que vous avez mis en place la réglementation, il convient encore de s'assurer du respect au quotidien de cette réglementation. Et donc là, on va avoir une supervision des acteurs. Cette supervision des acteurs, elle va nécessiter pour l'AMF et la CPR d'avoir des informations pour prévenir les risques. En effet, comment on peut prévenir les risques? Seulement si on dispose d'informations qui sont à la main des établissements assujettis. Donc, l'enjeu pour les autorités, ça va disposer d'informations pertinentes dans des délais raisonnables et notamment afin de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir les risques ou de mettre fin à un risque de non-conformité. Quel va être à ce moment-là l'enjeu pour les assujettis? S'ils veulent échanger avec le régulateur et notamment pour trouver une solution adéquate afin d'éviter un éventuel manquement à la réglementation ou un risque de non-conformité, ils doivent donner des informations précises, exactes et claires. Donc, l'échange de cette information doit se faire dans l'établissement d'une relation de confiance aussi bien entre les assujettis que les autorités de régulation. Et je vous ai rappelé, comme vous pouvez voir sur les slides, que l'AMF, vous allez avoir donc ce qu'on appelle un peu des directions de front office qui vont interagir directement avec les acteurs. Selon le type d'acteur, vous n'allez pas interagir avec la même direction. La direction des émetteurs, c'est celle qui est en lien de manière constante avec les sociétés cotées et qui va notamment s'assurer de la bonne publication de l'information financière. La direction des marchés, elle va plutôt interagir avec les intermédiaires de marché, les structures de marché et également les prestataires services d'actifs numériques. Et donc, elle va s'assurer du respect de la réglementation et elle va leur demander des informations à cette fin. Et enfin, nous avons la direction de la gestion des actifs qui va être plutôt en lien donc, avec les sociétés de gestion qui, et notamment, doivent échanger sur leur rapport de ratio et également sur la commercialisation de leurs produits d'investissement, tout ce qui est OPCVM et FIA. Puis, côté ACPR, vous avez 2 grandes directions principales, le contrôle des banques et le contrôle des assurances. C'est-à-dire que dans un même groupe banque-assurance, comme ça existe sur la place, certaines entités du groupe vont être relevées de la compétence du contrôle des banques et des autres du contrôle des assurances. Alors, cette relation de confiance, comment elle s'établit? On a mis en place des canaux de communication. Et c'est ce qu'on verra dans le cadre de la formation, comment utiliser ces moyens de communication et comment les utiliser à bon escient.
Tout d'abord, l'obligation de respecter les obligations de reporting. En effet, il y a un devoir des établissements de communiquer les informations exigées par les régulateurs. Mais ce reporting n'est pas suffisant pour s'assurer un échange avec les autorités de régulation. C'est pourquoi il y a la mise en place d'échanges réguliers, oraux ou présentiels, avec les assujettis, et qui peuvent même aboutir à l'ouverture de contrôles permanents, comme on dit pour la CPR, c'est-à-dire de contrôles sur pièce, où on va aller approfondir certains points avec les assujettis, notamment en demandant la communication de pièces précises afin de comprendre le fonctionnement de l'assujetti et de voir les dispositions qui peuvent être mises en place afin de respecter la réglementation. Supervision des acteurs, mais également contrôle des acteurs. Pourquoi on contrôle les acteurs? Parce que même si on s'assure via des échanges réguliers de la supervision et du respect de la réglementation, parfois il est nécessaire pour les autorités de contrôle d'aller voir vraiment sur place comment sont mises en œuvre les procédures, les dispositifs de conformité que les établissements nous décrivent et expliquent avoir mis en place. Donc, il va y avoir l'existence d'un pouvoir commun à l'AMF et à la CPR, c'est l'ouverture d'un contrôle sur place. Alors attention, quand je dis l'ouverture d'un contrôle sur place, c'est soit par l'AMF, soit par la CPR. Donc on pourrait croire que c'est la même façon de se fonctionner, et en réalité, on va voir qu'il y a des divergences entre les deux autorités de régulation. Puisque l'AMF dispose de 3 types de contrôles sur place. On va avoir un contrôle classique, c'est-à-dire c'est quoi? C'est un contrôle qu'on ouvre sur un établissement afin de s'assurer le respect de la réglementation, et qui va pouvoir donner lieu à l'ouverture d'une à l'ouverture d'une procédure répressive et de sanctions, ou au contraire à l'ouverture à la mise en place de procédures de remédiation qui ne vont pas nécessiter des poursuites. Ensuite, on a un contrôle de masse. C'est un contrôle qui est fait par l'AMF en lien avec la CPR, et notamment pour voir l'activité des conseils en investissement financier dans une région de la France et de faire des comparaisons et d'identifier peut-être les produits qui sont à risque afin d'alerter les investisseurs. Et puis, on a des contrôles spot. C'est une particularité de l'AMF puisqu'il s'agit d'un contrôle afin de superviser les pratiques opérationnelles et thématiques. Et là, ce n'est pas un contrôle qui a un but répressif, mais vraiment un but préventif et également d'accompagnement des acteurs. Puisque l'AMF va choisir des thématiques chaque année, il y a environ 8 à 10 contrôles par an. Elle va contrôler plusieurs établissements en même temps, dans un laps de temps beaucoup plus court qu'un contrôle classique. Et elle va à la fin émettre une synthèse sur les bonnes et mauvaises pratiques qu'elle a constatées sur la place. Alors, quel est l'apport pour les établissements? C'est de voir déjà comment font vos concurrents et de voir quelles sont les bonnes pratiques qu'ont pu mettre en place par votre concurrent et que l'AMF valide et considère qu'elles sont des bonnes mesures. À l'inverse, il y a des mauvaises pratiques. Ces mauvaises pratiques, ça ne signifie pas qu'il y a des manquements, mais en tout cas, c'est des pratiques que l'AMF considère qu'elles présentent un risque d'aboutir à des manquements, de créer une situation de non-conformité pour les établissements. Et donc, elles invitent les établissements à ne pas les continuer. Côté ACPR, on a un seul contrôle, c'est l'équivalent du contrôle classique de l'AMF. On n'a pas cette distinction des mesures, et donc ce qui va expliquer l'enjeu pour l'assujetti, c'est d'identifier dans quel cadre de contrôle il est soumis. En effet, il faut comprendre les enjeux d'une procédure de contrôle, et lors de la formation, on détaillera en fait quel contrôle implique chaque autorité, quelle est la durée propre à chaque contrôle, quelles sont les différentes étapes de chaque contrôle et surtout quelles sont les suites possibles à l'issue de chaque contrôle. Aussi, comme il s'agit de contrôles différents, il va y avoir des pouvoirs des contrôleurs différents. Et donc là, pour les établissements, il faut qu'ils comprennent comment répondre aux demandes de la mission de contrôle, notamment en connaissant leurs droits et obligations. Là-dessus, les régulateurs insistent aujourd'hui sur le fait qu'il y a un devoir des coopérations vis-à-vis des autorités de contrôle, puisque contrairement au pénal, on ne peut pas faire des perquisitions, on ne peut pas saisir vos documents, c'est une remise de la part des établissements des documents. Et donc, pour que le contrôle soit efficient et soit surtout
pertinent et ne dure pas trop longtemps, puisque les acteurs ont quand même le souci d'assurer leur fonction opérationnelle en parallèle de la mission de contrôle, il faut que cet échange d'informations se fasse dans des délais raisonnables, et notamment, on va voir quels sont les délais demandés, les délais de réponse exigés par la CPR ou l'AMF, et quels sont également les risques de non-réponse à ces demandes de la mission de contrôle. En effet, il y a des risques de non-respect de l'obligation de loyauté de diligence vis-à-vis de la mission de contrôle qui peut constituer un manquement propre pour l'AMF et également des manquements d'entrave qui peuvent également constituer des manquements propres pour l'AMF. À l'inverse, à la CPR, on n'a pas de manquement propre pour sanctionner cette mauvaise coopération. Il n'en demeure pas moins que ça pourrait être un facteur aggravant dans le cadre d'une procédure de sanction. On a donc l'existence d'un contrôle sur place, donc c'est un pouvoir commun à l'AMF et à la CPR, mais il y a une particularité pour l'AMF, c'est l'ouverture d'une enquête. Donc ce cadre procédural n'existe pas pour l'AMR, pour la CPR, et n'existe que pour l'AMF. Pourquoi il existe pour l'AMF? Quel est son objectif? Il a pour but d'établir l'existence de manquements d'abus de marché, de manquements aux obligations relatives à l'information financière ou encore de manquements aux règles de commercialisation d'un titre. En effet, contrairement à un contrôle où on ouvre sur une personne déterminée, une enquête, on l'ouvre sur le marché d'un titre. Et donc, dans le cadre de l'ouverture d'un marché d'un titre, dans le cadre des transactions qui ont été opérées sur ce titre, l'AMF va être amenée à solliciter plusieurs personnes, à les auditionner, à leur demander des pièces et ensuite à les poursuivre éventuellement. Donc là, la distinction qu'il va falloir faire pour les acteurs, c'est dans quel cadre ils se trouvent, contrôle ou enquête, et quelle est la distinction entre les deux. Pourquoi c'est important? Parce que les pouvoirs de l'AMF ne sont pas les mêmes dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle. Vous allez me dire qu'il peut y avoir des recoupements. C'est vrai que dans le cadre d'une enquête et d'un contrôle, on peut être amené à voir le non-respect des obligations professionnelles, par exemple par les intermédiaires de marché. Comprendre le pouvoir des régulateurs afin d'échanger avec eux, afin de mettre en place des mesures de coordination, de s'organiser dans la réponse, mais surtout également afin d'éviter la mise en place d'actions coercitives de la part des autorités de régulation. La place de mesures coercitives, en effet, puisqu'on constate des manquements, l'AMF et la CPR vont pouvoir mettre fin à ces manquements en utilisant de différents pouvoirs. Il va s'agir tout d'abord de mettre en place des pouvoirs de police administrative. Il y a une diversité des pouvoirs de police administrative. Je vous ai donné quelques exemples, des mises en garde, des mises en demeure, des procédures d'injonction, des mesures conservatoires. Dans le cas de la formation, on verra que ces mesures ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des similitudes, mais elles peuvent avoir des champs d'application différents selon qu'il s'agisse de l'AMF et de la CPR. Si ces mesures de pouvoir de police administrative peuvent s'avérer insuffisantes ou n'ont pas porté ses fruits, le collège de l'AMF ou de la CPR peut saisir la commission des sanctions de l'AMF ou de la CPR. Et là, donc, il va y avoir une poursuite des établissements afin d'avoir des sanctions disciplinaires, mais également pécuniaires. Dans les deux cas, les sanctions vont pouvoir différer selon le type de manquement poursuivi et également la qualité des acteurs poursuivis. J'attire également votre attention sur le fait qu'il peut y avoir une mise en cause des responsables dirigeants des établissements qui peuvent être poursuivis, puisqu'en effet, les responsables dirigeants ont l'obligation de s'assurer pour leurs établissements du respect de la conformité. Ces mesures de police administrative ou cette ouverture d'une procédure de sanction, elle ne se fait jamais sans échange. Donc même là, vous pouvez voir qu'il y a un dialogue avec les autorités de régulation, puisque va y avoir des échanges avec l'AMF ou la CPR dans lesquels les établissements vont pouvoir faire valoir leurs observations, expliquer pourquoi ils n'ont pas respecté la réglementation ou pourquoi ils estiment justifié de ne pas respecter cette règle parce qu'elle ne s'applique peut-être pas par rapport à eux. Et à l'issue de ces échanges, c'est seulement dans ce cadre que l'AMF ou la CPR va décider de recourir à ces mesures. Et là également, on va voir dans le cadre de la formation, quelle est la pratique respective des autorités
C'est-à-dire, est-ce que l'AMF et la CPR utilisent dans la même ordre de grandeur et dans les mêmes circonstances l'usage de police administrative ou l'ouverture d'une procédure de sanction? Et puis surtout, on va voir, est-ce qu'il peut y avoir une articulation entre ces pouvoirs de mesure administrative et ces pouvoirs de sanction? En effet, l'un n'empêche pas l'autre, et dans quelles circonstances les deux peuvent être amenés à se cumuler. C'est la raison pour laquelle le but de la formation donc, va être de comprendre les régulateurs, les comprendre pour savoir comment travailler avec eux et donc savoir comment dialoguer avec eux. Pour savoir dialoguer avec eux, il faut comprendre également les pouvoirs dont on dispose dans chaque phase de supervision, d'encadre, de contrôle et de sanction. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Lauriane. C'était très, très intéressant, très, très riche. Ça a suscité des questions du côté de nos spectateurs. Je ne sais pas si tu les vois, mais je vais les lire. On en a une première. Quels sont les 4 thèmes des commissions consultatives de la CPR? Vous avez donc il y a la LCBFT, il y a les affaires prudentielles, il y a également la commission finances durables et il y en a une protection des épargnants également, protection de la clientèle. Merci. Alors, on a une autre question. Pouvez-vous évoquer l'opposition habituelle entre les contrôles de la CPR et ceux d'un contrôle fiscal? C'est les contrôles de l'ACPR et ceux d'un contrôle fiscal. Alors déjà, on prévient l'établissement dans la mise en place d'un contrôle et on va demander en fait des documents qui doivent être remis en main propre aux autorités. Et puis il va y avoir également, on est quand même aujourd'hui à l'heure de l'informatique, en réalité l'échange via des réseaux sécurisés pour l'échange d'informations. Parce qu'en effet, le régulateur, je vous le rappelle, est soumis à la confidentialité. Et donc, on s'assure vraiment de la protection des données que vous nous communiquez. Contrairement à un contrôle fiscal, ça peut faire l'objet d'un redressement fiscal, mais également l'objet de poursuites pénales. Les contrôles ACPR ne vont pas donner lieu à des sanctions pénales. Elles vont donner seulement lieu à des sanctions administratives, ce qu'on appelle donc des sanctions de la part de la commission de sanctions de la CPR. Et éventuellement, si on détecte dans le cas d'un contrôle ACPR des infractions pénales, à ce moment-là, les autorités de régulation, et notamment la CPR pour répondre à votre question, peut faire un signalement au parquet qui, lui, décidera d'ouvrir une enquête ou non afin d'investiguer sur les faits qui ont été portés à sa connaissance. Est-ce que j'ai répondu à votre question par rapport au contrôle fiscal ? Alors, on va voir dans la discussion la question. Daniel, est-ce que c'est une réponse qui vous satisfait? Vous pouvez répondre oui, merci. C'est parfait. Merci, Lauriane. On a une autre question qui demanderait à préciser l'articulation entre l'ESMA AMF et la BCE ACPR. Alors, l'ESMA, c'est pas une autorité de compte, c'est plutôt une autorité jusqu'à présent qui était de supervision, qui était là pour accompagner les acteurs. Vous le savez, l'ESMA, elle participe à l'édiction de la règle et notamment, elle produit beaucoup de Q&A, de lignes directrices et notamment pour échanger vis-à-vis de l'ensemble des acteurs au sein de l'Union européenne. Donc, on va mettre en commun les pratiques pour éclairer les établissements et notamment quand vous avez, par exemple, un établissement bancaire italien qui a une succursale en France, quelles sont les interprétations de la réglementation au niveau européen pour qu'il n'y ait pas une interprétation divergence au sein des autorités de contrôle au sein de l'Union européenne. Cet acteur, elle va avoir quelques pouvoirs de sanction, mais dans des domaines très spécifiques et pour ce jour limité. Donc, vraiment, le contrôle de la mise en place de la réglementation relève seulement des autorités nationales et donc de l'AMF. La différence va être cotée avec la CPR. Pour le cas des établissements systémiques, donc qui vont mettre en place en fait un mécanisme de supervision unique, ça va relever du contrôle de la BCE qui, elle, va pouvoir directement contrôler les établissements assujettis à la CPR, donc les établissements français.
Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie qu'il va y avoir des relations d'échange entre la BCE et la CPR pour mettre en place et se coordonner dans les pouvoirs de régulation et de contrôle des établissements. Ils vont également avoir un pouvoir de sanction propre, la BCE, et il y a eu certains cas, comme vous pouvez le voir dans la jurisprudence, où il y a eu des sanctions de la BCE, mais qui sont dans des cas très spécifiques. Et par exemple, l'AFCBFT, aujourd'hui, ne relève pas de la compétence de la BCE, mais relève seulement de la compétence de l'ACPR. Et aujourd'hui, il y a des discussions pour justement, est-ce qu'on va créer une autorité supranationale de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui donc enlèverait cette compétence aux autorités de régulation nationale. Merci, c'est très clair. Une autre question, je regarde un petit peu le temps. On a beaucoup de questions, hein, ça suscite beaucoup d'intérêt. Bonjour Madame Bonnet, pour la clarté de votre... alors j'imagine que c'est merci pour la clarté de votre exposé. Est-ce pertinent de fusionner le contrôle des banques et celui des assurances? N'est-il pas opportun d'avoir un superviseur pour chaque activité? Alors, c'est une bonne question. Alors, déjà, en fait, il y avait quand même au départ le débat sur la place d'un superviseur unique, c'est-à-dire même on aurait fusionné l'AMF et la CPR. Finalement, on a laissé quand même ces deux secteurs d'activité séparés, la protection, vraiment le fonctionnement des marchés financiers et de l'autre côté, la stabilité financière. Ensuite, au sein de la CPR, je pense qu'il y a un contrôle des banques et celui des assurances. Comme on a souvent des groupes banques assurantielles, comme on dit, c'est bien qu'il y ait quand même dans une même autorité le contrôle respectif des banques et des assurances, sachant qu'il va y avoir une direction pour chaque activité. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas les mêmes superviseurs, enfin, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont vous superviser et qui vont être experts de la réglementation. Ensuite, pourquoi c'est aussi opportun peut-être d'avoir un contrôle unique? C'est parce que souvent, la réglementation qu'on applique aux assurances est calquée sur la réglementation qu'on a appliquée aux banques. Donc, il faut avoir aussi une vision large de la réglementation et avoir un esprit d'harmonisation et de cohérence pour que les mêmes objectifs soient assurés de la même façon selon le type de secteur. J'espère avoir répondu à votre question. On va voir ça dans le chat si la personne veut bien répondre. Un autre spectateur souhaitait simplement revenir sur la diapositive 2, donc j'imagine que c'est celle-ci. Voilà, donc je pense que c'est juste pour... Merci madame, bien compris. Merci d'avoir posé la question. Donc sur la diapositive 2, donc en fait, cette distinction en effet entre la création... alors, pardon Lauriane, c'est la prochaine, c'est celle-ci, je suis téléguidée par... c'est Daniel qui me demande... En fait, cette slide, elle est typiquement pour vous illustrer l'articulation des compétences respectives entre l'AMF et la CPR. Que souvent, les établissements, et notamment si vous êtes un acteur régulé étranger, ce n'est pas facile de comprendre dans quel cadre on relève de l'AMF, dans quel cadre on relève de la CPR, puisqu'un même établissement peut être soumis à la supervision des deux autorités de contrôle. Donc, je vous ai pris un exemple, un établissement de crédit qui va commercialiser des fonds communs de placement. Et ben, en fait, selon la façon dont on commercialise ces fonds communs de placement, ça ne va pas être la même activité qui est exercée par l'établissement de crédit et donc ça ne va pas être le même régulateur en charge de la réglementation. Quand on commercialise en direct, c'est ce qu'on appelle donc des instruments financiers. Donc, on exerce une activité de conseil en investissement financier. Contrôle AMF. Ensuite, si vous la commercialisez de manière indirecte, en gros, si ces fonds communs de placement sont packagés sous forme de contrat d'assurance vie, ça va être l'activité d'intermédiaire en assurance et donc le contrôle de la CPR. Pourquoi cette distinction des activités elle est importante? C'est pour connaître son régulateur, mais c'est aussi pour connaître la réglementation applicable. Vous allez me dire, d'un point de vue économique, c'est quand même les mêmes sous-jacents, c'est toujours les mêmes FCP qu'on vend. Pour autant, les règles auxquelles sont assujettis les établissements, selon qu'ils sont avec leur casquette conseiller en investissement financier ou avec leur casquette intermédiaire en assurance, ne vont pas être exactement les mêmes et ne vont pas avoir exactement le même champ et les mêmes modalités. Est-ce que ça vous permet de mieux appréhender l'enjeu des deux autorités distinctes et en fait, surtout leur complémentarité? On voit bien que ce n'est pas parce qu'on a packagé
Donc, en gros, l'enveloppe juridique est différente d'un même produit d'investissement que pour autant vous échappez à la régulation. C'est juste des régulations distinctes, mais qui ont le même but, protéger l'investisseur. Merci beaucoup, Lauriane. Je pense que ça répond effectivement aux interrogations. Malheureusement, c'est vrai que c'est un sujet qui est très riche. Malheureusement, nous nous sommes engagés sur une durée sur ce webinaire et je pense que certains spectateurs seraient intéressés de connaître, de revenir sur la formation dans laquelle vous intervenez. Donc, vous avez souvent parlé donc, de ce qu'on pourra y trouver hein, au niveau de justement de la connaissance hein, de ces régulateurs et de ces superviseurs et vous allez apporter un certain nombre de réponses pendant cette formation. Là, je vous propose de regarder les objectifs globaux de la formation conformité et assurance. Si vous avez besoin davantage d'informations, de consulter le programme, je vous invite à vous rendre sur le site internet de Dauphine. On vous transmettra à l'issue de ce webinaire à la fois un lien qui vous permettra de consulter le replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube et également de la documentation sur cette formation et le formulaire d'inscription puisque l'ouverture est imminente, la première date étant au 21 avril. Je vois, en même temps que je vous parle, que des questions continuent de tomber. Beaucoup de remerciements, hein, Lauriane, que je vous transmets. Merci pour la présentation synthétique et complète. Il y a encore beaucoup de questions. Je pense qu'on ne pourra pas forcément y répondre. En revanche, ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre l'ensemble de ces questions qui ont été posées dans la discussion, de vous les transmettre, Lauriane, et on verra si ça fera l'objet d'un autre webinaire, pourquoi pas, ou si on retrouve ces personnes au sein de la formation, ben, vous pourrez peut-être répondre précisément à ces questions. Les spectateurs demandent si le support sera accessible, si on peut leur communiquer le support. Donc Oui, aucun problème. Et justement, peut-être j'insiste sur les objectifs de la formation, parce que je vois en effet les nouvelles questions qui sont assez des cas concrets. Dans le cadre de la formation, on vous présente évidemment la réglementation, les enjeux de manière générale, mais après, on fait avec vous des cas pratiques, des illustrations, des cas concrets auxquels vous êtes confrontés dans la vie réelle. Donc, c'est vraiment un objectif de formation, vraiment dire pragmatique. Le but, c'est quand vous retournez au travail, si je puis dire, que vous n'ayez pas seulement des concepts généraux, mais que vous sachiez les appliquer. Et notamment, on pourra voir toutes les questions plus précises que je vois qui m'ont été transmises sur le fil de discussion. Oui. Merci Lauriane. Donc, vous aurez le support à l'issue de cette présentation. Donc, je passe rapidement sur les éléments administratifs relatifs à cette formation. Et en revanche, je vais simplement m'arrêter sur ce fameux lien qui vous permettra de prendre connaissance du programme, des intervenants, de la durée de cette formation. Nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat avec Dauphine. Un grand merci, Lauriane, d'avoir accepté d'animer ce webinaire qui était très attendu du côté de l'Institut des actuaires et de l'Institut du risque management. Merci pour ça. Et puis, vous aurez le support et le replay. Est-ce que, Lauriane, je peux vous laisser le mot de la fin ? Déjà, merci pour votre invitation, Alexandra. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui d'intervenir. Et puis surtout, j'espère vous avoir convaincu, chers participants, sur les enjeux de la réglementation et sur en fait les moyens de la formation qui vont vous permettre de répondre à vos attentes et d'avoir moins d'appréhension dans la mise en place de la réglementation. Je vous souhaite une excellente journée à tous et au plaisir de vous revoir bientôt alors.
Merci beaucoup. À très bientôt, Lauriane. Au revoir à tous.